Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il s'appelle Elon Musk. Il a créé et lancé SpaceX, la voiture Tesla, et il dirige aujourd'hui et a acheté Twitter, devenu X. Il s'appelle Thierry Breton, il est commissaire européen, et il dit attention, attention, on vous surveille, et si ça ne va pas, on vous censure. Combat de titans ou faux combat? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Limité, surveillé, indivisible, entière, vaste programme, vieux débat, puis Aristote et même avant. Alors aujourd'hui, voilà, c'est Thierry Breton, le commissaire européen, ancien patron de Atos. On avait parlé de ça dans cette émission d'ESA qui dit attention, attention, c'était avant le 28 août. D'ici le 28 août, attention, Elon Musk va faire, on lui dit de faire, parce que ça va pas, que n'importe quoi apparaisse dans Twitter X, tout le monde peut s'exprimer, y compris des appels haineux, ou etc. Et Elon Musk lui a répondu à l'époque, lui dit écoutez monsieur, d'accord, dites-moi des exemples. Et Thierry Breton ne donne pas d'exemple, il n'a pas donné, non, il dit c'est pas le problème. Et alors, il parle, il dit voilà, j'ai reçu votre répond Thierry Breton, j'ai reçu à votre message, Elon Musk. Vous êtes bien au courant des rapports de vos utilisateurs et des autorités sur les faux contenus et la glorification de la violence. À vous de démontrer que vous prêchez par l'exemple. Mon équipe reste à votre disposition pour dire le respect du DSA que l'Union européenne continuera de faire respecter rigoureusement. Et que me répond Elon Musk? Elon Musk, il dit, attendez, il dit ceci, il dit, écoutez, c'est très simple, c'est que nous prenons nos actions au grand jour, nous faisons nos actions au grand jour, nous ne faisons pas d'offres en coulisses, on ne va pas de magouiller en dessous de table et en coulisses, veuillez publier explicitement vos préoccupations sur cette plateforme. Voilà, ça en est là, et là, après avec le conflit Israël-Palestine et tout ce qui s'est passé à Gaza et dans les kibboutz récemment, il y a eu encore une demande de l'Union européenne en disant regardez, il y a des messages haineux et vous voyez où on en est, etc. Alors Fabrice Ebelmoin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un spécialiste effectivement de l'information et des réseaux sociaux, vous êtes enseignant et entrepreneur. Au fond, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un peu la fable de La Fontaine, ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mal? Est-ce que franchement, alors évidemment, il faut condamner les messages haineux, les appels au meurtre, évidemment. Mais est-ce que c'est une vraie querelle ou une fausse querelle ou simplement une vraie querelle de pouvoir par rapport à l'Union européenne et Elon Musk? C'est une divergence d'approche. On a une Union européenne pour qui la modération se fait de façon centralisée, essentiellement parce qu'elle n'envisage pas d'autres méthodes, c'est-à-dire une méthode où vous avez des armadas de censeurs ou de modérateurs qui surveillent l'ensemble des contenus et qui vont aller censurer au cas par cas ceux qui posent problème. Des commissions, etc. Commission, après, libre à chacun de s'organiser comme il veut, mais jusqu'ici, c'était la façon dont les réseaux sociaux s'organisaient, aussi bien en Occident qu'en Chine. Le problème, c'est que, pour vous donner un ordre d'idée des ressources humaines nécessaires, en Chine, où il y a 800 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux, il y a entre 1 et 2 millions de modérateurs. Donc c'est pas quelque chose que Facebook... Et c'est la Chine en plus. Et c'est la Chine, où le citoyen ordinaire hésite avant de s'opposer à l'État. Alors qu'en Occident, on est un peu plus effronté. Du coup, on ne peut pas envisager une telle force de travail pour Facebook ou Twitter. Ce n'est pas compatible avec les revenus de ces entreprises. Et surtout, on ne peut pas envisager de multiplier par 10 cette capacité de travail du jour au lendemain sous prétexte qu'il y a une crise quelque part. Aucune entreprise ne peut multiplier par 10 sa force de travail du jour au lendemain. Il y a 400 millions d'Européens, on va pas faire 500 000... Voilà, on va pas demander à Facebook de dédier 500 000 personnes à la modération, encore moins à Twitter qui est une toute petite entreprise. Et donc cette approche centralisée montre ses limites parce qu'effectivement, la ressource humaine ne peut pas évoluer avec le besoin.
Or, à ça, Musk a eu 2 réponses. La première, c'est, on va dire, une espèce de transparence. La modération se fait à travers des algorithmes et ils sont publics. Tout le monde peut aller les regarder et ils sont évidemment commentés par des gens qui savent lire le code. La deuxième, c'est ce qu'on appelle dans le monde des startups le crowdsourcing, c'est-à-dire déléguer à la multitude la tâche de faire une opération, en l'occurrence la modération. Et sur Twitter, ça se passe de la façon suivante. Oui. Pour les fake news, tout un chacun peut passer une forme d'examen, se faire qualifier comme modérateur et à partir de là, être en mesure d'appliquer, de créer une note sur un tweet qui lui pose problème. Cette note est en disant ce tweet pour moi est faux. Ce tweet est faux parce que gna 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 et ma source c'est ça. Dans une certaine forme parce que effectivement cette note va être ensuite notée par d'autres personnes qui vont noter sa rigueur, le sérieux de ses sources, le caractère neutre, etc., sur une douzaine de critères. Ce qui fait que comme les épreuves de qualification qui sont très longues, pour être en mesure d'écrire ces notes vous force à vraiment bien comprendre les règles qu'attendent de vous Twitter, eh ben ces notes sont très rigoureuses et apparaissent très rapidement, la plupart du temps sous les contenus des politiques et des médias. Et rapidement, le rapidement étant entre 3 et 4 heures en général, ben la note apparaît à côté du tweet et c'est comme ça que Twitter aborde la désinformation. Et ça marche relativement bien et c'est capable de monter en puissance, monter en charge de façon très efficace. Il y a eu plus de 500 fake news qui ont été débunkées de cette façon-là, ce qui correspond à beaucoup plus que ne pourraient faire les décodeurs, check news ou tous les systèmes qu'on a mis en place jusqu'ici. Ou les vrais ou faux fact-checkers en plus. Qu'ils soient vrais ou faux, c'est presque un autre débat. Ils sont en ressources limitées, ils ne peuvent pas débunker 500 informations dans le week-end. Donc effectivement, ce que Fabrice Epelmoy, ce que vous disiez, c'est que la stratégie Twitter paraît plus saine quelque part que la stratégie européenne, enfin la stratégie bretonne. Elle est déjà plus économique parce que c'est de la ressource humaine qu'on ne paye pas. Ensuite, elle est capable de multiplier par 10 du jour au lendemain, donc elle est très souple. Et elle a un inconvénient, c'est qu'elle va aller débunker aussi bien les politiques que les médias, que des désinformateurs professionnels qui vont s'insérer dans ce flux dans des périodes de crise telles que celles qu'on traverse. Mais oui, mais personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que on sait très bien et on le sait que ce soit politique, aux médias, etc. Tout le monde, non, je dirais certains a tendance à faire eux aussi des fake news, même s'ils sont de l'establishment. Alors c'est tout le problème, c'est que l'intention du DSA et de Thierry Breton n'était absolument pas de faire s'abattre sur des médias officiels un déluge de vérificateurs qui allaient montrer à quel point ils racontaient essentiellement des fake news. On se souvient... on ne touchait pas les médias officiels. Voilà, l'idée initiale, au contraire, c'était de faire des médias officiels les tenants de la vérité. Or, cette approche d'Elon Musk montre que les médias officiels le sont à peine plus fiables que les autres, voire pour certains bien pire. C'est clair. C'est-à-dire, il y avait les partisans de la Pravda et puis les autres. Non, parce que, si vous voulez, le vrai problème, au-delà de cette polémique, Fabrice Epelmoy, c'est que, moi, ce qui m'a toujours posé... Qui va choisir le curseur? Qui va vérifier les commissions enfin, je dirais de censure ou de surveillance? Parce que est-ce qu'ils ne vont pas eux-mêmes, si vous voulez, le côté citoyen, justement, ça peut être des gens de toutes les opinions, d'extrême ou autres, alors que les commissions, ils peuvent taper uniquement d'un seul côté. C'est l'intention du DSA. Hein. Le DSA. Au final, DSA, c'est le Digital Services Act, qui est un règlement européen qui est censé aborder et gérer ce problème de la modération. C'est ça. Et il les modère de la façon suivante. On a un canal spécifique au DSA qui a été intégré très récemment, aussi bien sur Twitter, sur Facebook que sur les autres, qui permet de, en quelque sorte, déposer une plainte en la préqualifiant. Et ensuite, le reste de l'acte de justice est totalement privatisé au sein des plateformes. Le problème, c'est que le DSA prévoit 2 types de plaintes. Les plaintes faites par vous et moi, le citoyen ordinaire, et puis les plaintes réalisées par des signaleurs de confiance, qui évidemment pèsent beaucoup plus lourd. Et chaque État européen va pouvoir désigner ses signaleurs de confiance. Donc finalement, c'est chaque État qui désigne ses signaleurs de confiance. On retombe sur ses pattes et on peut imaginer que ça soit toujours les mêmes qui soient à nouveau les tenants de distinguer le vrai du faux. Le problème, c'est que leur crédibilité est, pour ainsi dire, mort du Covid. Et quelque part, ça va poser un énorme problème de rapport à la population et être vécu beaucoup plus comme une censure que comme une modération. Ils
va y avoir le processus de méfiance et l'ère du soupçon va être d'autant plus grande. Parce que, encore une fois, et vous le dites très clairement, qui nomme qui ? C'est comme on dit, qui juge les juges. Qui nomme qui, quoi. L'approche décentralisée mise en place par Musk, dans l'absolu, est capable, de façon algorithmique, de prendre en compte justement le fait que des extrêmes vont ne pas forcément être extrêmement rigoureux dans leur dénonciation du vrai et du faux. Mais tout ça, ça peut se prendre en compte de façon algorithmique. Donc ça donne des résultats qui sont pas parfait, il y a quelques petites erreurs à la marge, mais pas grand-chose par rapport au précédent système qui consistait à nommer des journalistes pour distinguer le vrai du faux, et puis les mettre en charge, en quelque sorte, d'une forme d'administration qui fait un peu penser à 1984 et qui a eu des dérives et qui était à l'origine l'intention de Facebook dans les premières approches de la modération était d'intégrer des médias de confiance pour que les médias de confiance puissent distinguer le vrai du faux. Ouais. Le problème, c'est que on est dans un des pays qui recueille le moins de confiance envers ces médias, avec les États-Unis. On a vu les sondages. On est les derniers de la classe, aux côtés des États-Unis et de la Corée du Sud. Dans le monde entier, dans la confiance que les citoyens ont envers leurs médias. Donc cette approche ne pourra pas marcher en matière de... La population n'acceptera pas ça. Il y a absolument aucune chance que la population accepte ce genre de choses et le prenne autrement que par une censure, ce qui serait pas du tout le cas, par exemple, chez nos voisins allemands. La confiance envers les médias en Allemagne est le double de celle qui est en France. De celle qui est en France. En Suède, c'est près du triple. Donc on a certains pays dans lesquels cette approche pourrait très très bien marcher, mais très clairement, en France comme aux États-Unis, ça ne peut pas fonctionner. Ouais, ça peut pas fonctionner. Et donc, oui, parce que c'est dans cette polémique et vous entendant, quand même, ça nous rappelle des choses où Internet n'existait pas. Mais enfin, la Pravda, la Stasi, le ministère de la Vérité, etc., etc. Orwell et compagnie. Il n'y avait pas Internet sous Orwell. C'était pas non plus la Pravda, mais disons que ce que cherchent à rétablir des politiques de la génération de Thierry Breton, c'est très clairement un temps où les médias étaient le passage obligé de l'information entre la population et les faits. Les réseaux sociaux ont créé une forme de désintermédiation qui fait que, très concrètement, tout un chacun aujourd'hui est en contact des faits bruts, parfois déformés, parfois orientés, et étant donné que ça n'aura échappé à personne, l'éducation entre-temps s'est un peu effondrée, on est quand même face à une population qui n'est pas elle-même, qui n'est pas outillée pour vérifier des faits, pour prendre du recul avec, et pour avoir les réflexes élémentaires. Typiquement, si un fait me donne raison, je devrais me méfier bien plus que si un fait me donne tort. C'est pas un réflexe naturel, c'est complètement contre-intuitif. Poser question et l'esprit critique. Vous savez, ça nous ramène à des temps où effectivement, je veux dire, il faut, on n'était pas ni vous ni moi, mais quand on relit l'époque de l'affaire Dreyfus et de Zola, l'époque des journaux de ce moment-là, l'époque de 14-18 et du bourrage de crâne, on a bien ça du bourrage de crâne, et on ne peut pas dire que la presse d'aujourd'hui ou les médias d'aujourd'hui sont totalement dispensés, et se sont totalement dispensés du bourrage de crâne, hélas. Non, mais le 14-18, c'est l'apparition de la propagande au sens d'Édouard Bernays. On sort de cette période, et on est rentré depuis Cambridge Analytica, c'est-à-dire depuis grosso modo 2016, dans l'ère où les réseaux sociaux, maintenant, sont le relais d'une autre forme de propagande. En réalité, depuis 2012 et la Corée du Sud, pour ceux qui veulent vraiment fouiller. Mais depuis... ça fait 10 ans, c'est rien. Depuis une dizaine d'années, la désinformation se fait à travers les réseaux sociaux, la réinformation se fait par les réseaux sociaux, la manipulation de l'opinion publique se fait par les réseaux sociaux. La plupart des États ont des divisions spécialisées dans ce genre de choses. Évidemment, les États-Unis ont été les pionniers, mais tout le monde a entendu parler des trolls russes à partir de 2016, et du coup tout le monde s'est aperçu qu'effectivement, vraisemblablement, Vladimir Poutine n'était pas le seul à le faire. Plus récemment, on s'est aperçu que nous-mêmes, Français, étions présents avec de telles armées de trolls au Sahel face aux trolls russes. Et la réalité, c'est qu'il y a une quantité faramineuse de pays et de lobbies qui ont de telles armées de trolls et qui manipulent l'opinion publique. Oui, ce qui fait que effectivement, on se retrouve à une échelle mondiale et capillaire, ce qu'on connaissait dans la presse des années 20, 30, 40 et 50. Mais c'est pour ça que c'est un combat d'arrière-garde de croire qu'on va revenir à cette baisse d'enrégimentation, enfin de dire attendez, oui, non, en fait,
La philosophie derrière, c'est les réseaux sociaux, on peut pas faire confiance. Il faut revenir à la presse pour que la presse. Alors, dans l'absolu, ça pourrait marcher. Dans un pays dans lequel la presse ne recueillerait une réelle confiance de la part de la population, ça pourrait marcher. Ouais, c'est pas mais le cas. en France, ça marchera pas. Ça pourrait marcher en Allemagne, ça pourrait marcher en Suède, ça pourrait marcher dans tout un tas de pays, mais en France, ça ne peut pas marcher. En France, la seule solution qui s'avance, c'est une solution, j'ai envie de dire, à l'africaine, c'est couper les réseaux sociaux dès qu'il y a une crise. C'est comme ça que ça se passe en Afrique, à peu près partout en Afrique, depuis couper les réseaux 5, sociaux. 6 ans. Oui, on coupe en Chine aussi. En Chine, on les surveille. En Chine, on les surveille. Et puis en Chine, il y a une répression qui fait qu'on réfléchit à 2 fois avant de s'opposer au gouvernement sur les réseaux sociaux. Mais dans plein de pays d'Afrique, dès qu'il y a une crise, on coupe les réseaux sociaux. Et Macron a d'ailleurs annoncé, à l'occasion des émeutes, que c'est quelque chose qu'il envisageait désormais. Et vive la liberté. Ah ça, elle est derrière nous, malheureusement. Merci Fabrice Ebelpoint. Merci. Merci Fabrice Ebelpoint d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant pour les